En 2023, il y avait surtout du bon. Mais il y avait du moins bon aussi, et c'est maintenant que je vous en parle. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans la 3e vidéo de ma série de vidéos de fin d'année. Je vous ai parlé il y a quelques jours de mes meilleures lectures, de mes mentions spéciales, et aujourd'hui, on y va avec les pires. On va s'entendre, j'ai pas eu tant de pires lectures cette année. Les textes dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont surtout des déceptions. En fait, j'avais des attentes là, puis c'était juste moyen, ou un petit peu en bas de moyen. Bref, j'étais déçue. Par contre, vous allez voir, c'est vraiment pas si terrible que ça. Je pense pas qu'il y a de sacrilège là-dedans. Je pense pas. Peut-être un. On va donc y aller avec les romans qui, pour une raison ou pour une autre, m'ont laissé de marbre ou m'ont fait enrager. Je vais finir par celui-là qui m'a fait enrager. On va donc commencer par Le Rocher Blanc d'Anna Hope. Je l'ai, lui. You. Je sais plus, je l'ai peut-être donné. Ça se peut que je l'ai donné. Ça se peut. J'avais entendu beaucoup de bien de cette autrice, surtout pour son roman La salle de bal, que je n'ai pas lu, sinon c'est pas drôle. Donc j'avoue que j'ai un peu sauté sur l'occasion de la découvrir avec ce nouveau roman-là. Puis en plus, c'était rose et bleu. C'est les couleurs de la chambre de ma meilleure amie quand j'étais petite, ouais. Des fois j'ai des drôles de raisons, faut pas chercher à comprendre. Ce roman-là va parler d'un rocher blanc au Mexique qui, selon plusieurs personnes, a des qualités ou des vertus particulières. On a 4 histoires différentes, 4 époques de personnages qui, pour une raison ou pour une autre, vont se diriger ou voir ce rocher. Chaque histoire est divisée en 2 parties. On commence par les plus récentes, touk. Il y a le rocher qui te parle un petit peu, j'ai pas compris, j'ai pas été touchée, bref, il est là. Ensuite, ça redescend, touk, des plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Un peu comme dans Cartographie des nuages. Mais Cartographie des nuages, c'était clairement mieux. Du moins pour moi. En fait, là, j'ai pas compris le rapport de ce roman-là. 4 histoires différentes. T'as une femme pendant la pandémie avec son ex-mari puis sa petite fille qui hurle du lait tout le temps. Oh mon Dieu que c'est gossant. Tu sais, je l'entendais en le lisant. Non, c'était vraiment gossant, là. Tu sais, l'enfant a réussi à être détestable en l'espace de 25 pages, mais comment elle fait? Ensuite de ça, on a un chanteur populaire toujours gelé. Il ressemble à Jim Morrison, mais il est toujours un peu gelé, puis il va voir ce rocher-là. Ensuite, les 2 histoires plus anciennes sont un peu mieux, c'est-à-dire on a une jeune fille autochtone qui veut se battre contre l'arrivée d'un chemin de fer chez elle et on a un explorateur, colonisateur qui voit sa vision remise en question par quelqu'un d'autre. Ces 2-là auraient été mieux, mais tu sais, on commence par les plus récentes, plus anciennes, on repart des plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Fait que ça fait que moi, j'ai fini le roman sur les 2 dont je me sacrais complètement. Du coup, ben, c'est anticlimatique, puis j'avais juste hâte que ça finisse parce que la plume est pas extraordinaire, les histoires, mais pourquoi, tu sais, il n'y a pas de lien dans tout ça. J'ai pas aimé ça, j'ai pas compris le but de ce roman-là, le but de ce récit-là, j'ai pas vu où l'auteur voulait nous amener. Bref, un gros bof pour moi. Par contre, s'il y en a qui ont lu d'autres romans de l'autrice et qui ont aimé ça, dites-moi tout en commentaire parce que j'aimerais réessayer. Tu sais, je voudrais pas l'abandonner sur un échec comme celui-là. Ensuite, et là ça me fait vraiment de la peine de devoir dire ça, mais dans cette liste se retrouve un roman d'Aki Shimazaki. Je vous en ai parlé dans mes auteurs favoris québécois dans le coin du 12 août. C'est une autrice que j'aime énormément. Elle est née au Japon, elle écrit en français et elle habite au Québec. Et j'ai commencé à lire sa dernière pentalogie. Il y a 4 tomes de sortie, j'en ai lu 3. Et si j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, le 3e, là, je l'ai trouvé sans intérêt. Le personnage principal m'énervait tellement. Bref, ça n'a pas tant passé. En fait, cette pentalogie-là, ça va raconter l'histoire d'une famille. Le premier tome, c'est l'histoire d'Anzu. Et il y a toute une partie qui est super intéressante dans tout ça parce qu'elle, entre autres, elle fait des vases spéciaux pour des arrangements de fleurs japonaises. Puis là, j'ai oublié le nom, des ikebana. Donc, toute cette partie-là sur l'art, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Elle a une sœur, un frère et des parents dont la maman commence à perdre la mémoire un petit peu. Son quotidien va être bouleversé quand elle va rencontrer un homme, il va se lier une relation entre les deux et c'est un peu cette histoire-là. C'est toujours très délicat, cet auteur-là. Et on a des petits instantanés de vie. J'ai toujours l'impression qu'on a un kaléidoscope, encore une boule à neige, on secoue, oups, on voit une petite scène, on secoue, oups, une autre petite scène.
J'adore comment elle écrit. Donc, les deux premiers m'ont plu. Le deuxième, c'est celui que j'ai préféré. J'aime ça quand ça parle des personnes âgées. Donc, ça raconte l'histoire des parents. Ils peuvent plus habiter à la maison. Ils habitent dans un établissement. Et un jour, la maman, qui perd la mémoire, ne se souvient plus de son mari et il va entreprendre de la reconquérir. C'est très, très beau. J'ai adoré cette partie-là. Donc, j'ai aimé les deux premiers. Vous pouvez vous imaginer à quel point j'ai trouvé le moyen d'être déçue quand le troisième... Dans le premier, là, je vous l'ai pas dit, mais la sœur du personnage principal, Anzo, elle est détestable. C'est une femme de carrière, elle est belle, tout lui réussit, elle le sait et tout lui est dû. Dans sa tête à elle, tout le monde est en dessous d'elle, elle est bien, elle est ci, elle est ça. Je la déteste comme personnage. Et un jour, elle va rencontrer quelqu'un et il y a des choses qui vont supposément changer, mais elle est tellement haïssable, tu sais, t'as même pas le goût qu'il arrive quelque chose de bien. La plume m'a moins touchée, les instantanés, une moto au mois de décembre. Les instantanés, j'ai trouvé moins bien choisis, la poésie passait pas, j'ai été vraiment, vraiment déçue. Du coup, j'ai peur de lire le quatrième qui s'appelle Nire. Ouais, c'est ça, le quatrième s'appelle Nire et celui que moi je n'ai pas aimé, il s'appelle Nono Yuri, tandis que le premier c'est Suzuran. Puis le deuxième c'est Mi. J'aurais dû dire ça en ordre, hein? Ça aurait bien fait. Moi l'écrire. Mais bref, déception, 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 ça fait mal à mon cœur. Un autre roman que j'ai vraiment beaucoup de peine de voir sur cette liste, c'est La Reine de Rien de Geneviève Peterson. Encore une fois, c'est un cas d'incompatibilité totale entre moi et ce personnage parce que il y a plein d'amis de mon âge qui ont adoré ce roman-là, qui se sont reconnus d'une certaine façon dans le personnage. Mais bon, ça parle de la fin du couple, puis ben, on va s'entendre que peut-être que c'est pas quelque chose qui me touche tant, on va dire. Pourquoi j'ai tant de peine de le mettre là, c'est que le personnage principal, c'est la petite Catherine de la déesse des mouches à feu. Moi, ce roman-là, j'avais adoré ça. La vie qu'elle décrit à Catherine, c'était mon adolescence. Bon, j'étais un petit peu moins wild, là, mais tout ce qu'elle raconte, tout ce qui se passait, c'est totalement ce que j'ai vécu. Et ici, ben, Catherine a 40 ans. Elle est journaliste, elle est horriblement superficielle, elle se croit supérieure à tout le monde et elle talk trash des femmes. J'ai détesté sa façon de parler des autres femmes, j'ai détesté ça, détesté ça. Les choses qui pour elle sont importantes, c'est les choses qui pour moi ne le sont absolument pas. Son mari, c'est-à-dire le couple qui va éclater, elle est haïssable avec, haïssable. Moi aussi, je l'aurais laissé, tu sais, clairement, je l'aurais laissé. Donc, avec le personnage principal, là, zéro connexion, zéro. À la fin, ça se rattrape un peu parce qu'on voit un peu sa vulnérabilité. Il y a le syndrome de l'imposteur qui est très, très présent dans ce roman-là. Ça parle aussi de la victime imparfaite. Mais pour moi, c'était trop peu trop tard. Je n'ai pas aimé ma lecture, j'ai pas aimé mon moment de lecture. Je l'ai fini parce que c'était Geneviève Peterson et que c'était ce personnage-là. Je l'ai pas reconnu, en fait. Je peux pas croire que la Catherine rebelle est devenue ça. Je peux pas croire. Donc, non, pas pour moi. Ensuite, j'ai décidé de lire Le Prophète de Khalil Gibran. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Comment dire? J'ai l'impression que c'était toutes des choses que j'ai entendues des millions de fois. Bon, c'est un sage qui répond au sujet de ça, au sujet de ça, au sujet de ça. OK, il y a une partie philosophique, une partie un peu comment être heureux qui peut être intéressante. Mais il y a beaucoup de religion aussi là-dedans. Vous savez que la religion et moi, ça fait 2, voire même 2,5. J'ai trouvé que c'était plein de poncifs, que c'était moralisateur, c'est de l'enfonçage de porte ouverte. Oui, il y a des leçons de vie, mais comme je vous dis, ça renouvelle rien. OK, je pense que ça a été écrit il y a longtemps. C'est probablement pour ça que ça renouvelle rien. Mais moi, en tant que lectrice, sérieusement, je serais passée à côté puis ça n'aurait rien changé dans ma vie. Je n'en ai rien tiré. Oui, je sais, pour certains, c'est un sacrilège. Ensuite, je suis obligée de parler de déception également dans le cas du gagnant BD Québec pour le Prix des libraires du Québec. Ce prix a été remis à Parfois les lacs brûlent. Et moi, je suis restée en dehors de ce récit-là. En fait, j'avais pas les bonnes attentes parce que c'est jeunesse, c'est un peu young adult, puis moi, je m'attendais pas à ça. Donc, j'avais pas le bon contrat de lecteur au départ, donc c'est sûr que ça a pas vraiment fonctionné. En fait, là, j'ai été perturbée par une histoire de lapin. Tu sais, je vous ai dit souvent, moi, j'ai un neveu lapin dans ma vie. Mon frère a un lapin et c'est le centre de son univers. Donc, il est en trouble de comportement, on songe à aller en thérapie, mais voilà. Donc, les lapins, ça me parle. Et là-dedans, mes pauvres lapins, j'ai été perturbée par le lapin.
J'ai pensé au lapin tout le long. Donc, ça m'a empêché d'apprécier l'histoire. C'était juste le lapin. Non, mais non, non, non. Ça m'a même empêché d'apprécier la fin. Dans cette histoire-là, il y a une part de fantastique. On est en Abitibi et il y a quelques jeunes qui décident d'aller vérifier la véracité d'une légende, c'est-à-dire qu'il y a un lac qui brûle et ils entendent dire que tout ce qu'on jette dedans se change en or. Et eux, ils veulent aller vérifier. Ça va tourner au drame, bien entendu, et on devrait être touché par le drame. Mais moi, je pensais juste au lapin. Tu sais, total passage à côté. Pourtant, les images sont super belles, ça parle de l'insouciance de l'adolescence, ce moment où on se croit invincible, mais il y avait un lapin. Bref, oui, je sais, je me répète, je suis gossante, je suis désolée, je suis désolée. C'est tout ce que j'en ai retenu. D'ailleurs, il a fallu que j'aille relire mon billet pour vous en parler parce que c'est tout ce dont je me souvenais. Autre déception pour un quasi mystery, et c'est encore plus déprimant parce qu'il va sortir en français bientôt, puis j'aimerais ça vous le recommander, mais moi j'ai pas tant aimé ça. Il s'agit de Arsenic and Adobo et c'est de Mia P. Manansala. C'est le premier tome d'une série qui s'intitule Tita Rosie's Kitchen et ça se passe dans un petit restaurant d'une petite ville. L'autrice a des origines aux Philippines, donc j'imagine que c'est un restaurant philippin. Quand le roman commence, elle revient dans sa petite ville après une difficile rupture, genre cliché de tous les romans, sauf que bientôt on va basculer dans Agatha Christie, vu que dans le restaurant de sa tante, qu'il faut qu'elle sauve, il va arriver un événement pas très tripant. En fait, il y a un critique culinaire, et ce critique-là, on dirait qu'il déteste ce restaurant-là, il tape dessus sans arrêt, mais il revient tout le temps. Et bizarrement, c'est l'ex du personnage principal. Et ce critique-là, à un moment donné, il va mourir, et on vient juste de voir le personnage principal, je sais pas si ça paraît, j'ai oublié son nom, s'engueuler avec. Donc, ça va pas y avoir bien. Elle va donc se retrouver suspecte. En plus de ça, comme je l'ai dit, ben le restaurant, il va pas bien, donc il faut faire de quoi à ce niveau-là. Pourtant, il y avait des choses intéressantes. Dans la cuisine de Tita Rosie, il y a 3 vieilles dames, la Calendar Crew, April, May et June, qui sont hilarantes, hilarantes, hilarantes. Elles essaient d'aider les personnages, mais en tout cas, ça, je les ai trouvées très, très drôles. Par contre, tout le reste, j'ai pas compris. J'ai rien compris de tout ça. Je me suis ennuyée du début à la fin. J'avais lu partout que ça donnait faim, que ça parlait de bouffe. Oui, c'est vrai que ça parle de bouffe, mais on a l'impression que l'intrigue sert à parler de bouffe et non pas l'inverse. Puis en plus, on parle toujours de la même bouffe. Je comprends que c'est bon, là, mais maintenant, ça va, j'ai compris. Tu sais, il me semble que ça devrait pas être ça. Ça devrait être la nourriture qui apporte de quoi à l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Bref, je comprenais pas. Et en plus de ça, c'est des accusations injustes, puis c'est même pas original, là, tu sais. Voyons, comment on peut penser ça comme ça? On se rend compte du pourquoi après, mais... Ah, ça gosse, c'est lassant. J'aime pas ça quand il y a de l'injustice dans les romans, surtout de cette façon-là, là. C'est n'importe quoi. Si au moins c'était fouillé, si c'était pensé, mais non, non, non. Puis en plus de ça, un autre aspect qui, moi, m'a dérangé, et là, je me suis fait dire que c'était un biais culturel, c'est que tout le monde a l'air de dire que si t'as quitté ta petite ville, c'est mal. Il faut que tu restes ici, absolument, parce que c'est seulement ici que tu peux être heureuse. La ville, c'est le mal. Vouloir une carrière, c'est le mal. Mais pourquoi? Pourquoi elle laisse pas vivre comme elle veut? Oui, je comprends que c'est pour qu'il y ait une suite puis une série dans l'histoire, mais sérieux? Si elle veut s'en aller ailleurs, c'est quoi le problème? Bon, c'est peut-être culturel, mais moi, ça m'a gossé et j'ai été déçue de ce roman-là. Bon, c'est Karine au montage et en pyjama parce que oui, j'ai payé ce chandail une blinde, mais il fait toutes sortes de petits trous, là, fait que je peux juste le mettre en pyjama. C'est triste des fois. Il y a des choses qui sont vraiment tristes dans la vie. Donc, une autre chose qui est triste, c'est que j'avais oublié de vous parler d'une de mes déceptions, qui est Verity de Colleen Hoover. Bon, est-ce qu'on peut vraiment parler de déception? Est-ce que je pensais vraiment aimer ça? Je le sais pas. J'avais pas lu l'autrice depuis 10 ans. Ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas lu. Mais celui-là, on m'avait dit qu'il était différent. Fait que j'ai dit, go, je voulais faire un concept vidéo. Je lis des romans populaires sur TikTok. J'ai lu Verity, puis... Comment dire? C'était pas pour moi? Non. Non. Mais en fait, c'est censé être un thriller psychologique. Et moi, pendant ma review, ce que ça m'a fait dire, c'est ça. Hey, c'est pas drôle, à cause de Colleen Hoover, je confonds mon micro avec une... Tout va bien. Vous pouvez vous imaginer sur quoi l'accent est mis, et mon Dieu, tellement de scènes de CUL non nécessaires, mais pourquoi?
Je pense que ça plaît, hein. Je pense que les gens aiment ça, mais non, non, ça donnait rien, sérieusement. En fait, c'est l'histoire d'une jeune autrice. Elle pogne pas tant que ça, et un jour, elle se voit offrir le deal d'une vie, c'est-à-dire compléter un roman de la célèbre autrice de best-seller Verity, qui est dans le coma puis qui peut pas finir son dernier livre. Pour une raison X, c'est elle qui a été choisie et elle va devoir aller habiter dans la maison de cette femme-là avec la femme qui est en haut couchée dans le lit, son mari, son enfant, puis la personne qui s'occupe de son enfant. Bon. C'est une idée comme une autre, elle veut s'imprégner de l'atmosphère pour être capable d'écrire comme Verity parce qu'elle a une écriture très particulière, elle écrit du point de vue du méchant. Sauf que ça prend pas 4 pages qu'elle commence à avoir des mauvaises pensées concernant Jeremy, le mari de Verity. Ça sonne pareil quand on les dit les deux mots. Mais là, elle se dit, mais non, mais ça n'a pas de bon sens de penser à cet homme-là tout nu alors que sa femme est en haut comme ça. Et là, il se regarde avec des regards langoureux. En plus, ça a l'air que Verity, c'était une bête de... parce que, imagine-toi qu'elle a vu le lit et il y a des traces de dents sur la tête de lit. Je me demande comment il était organisé. Peut-être non, changeons de sujet. Elle se dit que c'est mal, mais elle n'a de cesse que de mettre ses dents à l'endroit où Verity a mis les siennes et mordre plus fort. Bref, c'est ça. Mais là, imaginez-vous, à un moment donné, elle va trouver le journal de Verity et elle réalise qu'en fait, là, c'était une vraie méchante personne et elle apprend tout ce qu'elle a fait et comment elle pensait. Et là, elle dit « Oh, mais pauvre Jeremy, est-ce que je dois lui dire que sa femme était une psychopathe? » Mais bizarrement, elle se sent beaucoup moins coupable de faire bang-bang avec le mari d'une psychopathe, même si elle est dans le coma. Puis moi, là, tout le long de ma lecture, je me posais la question, mais... Tu sais, un petit journal comme ça, elle le lit un chapitre par jour, mais pourquoi? Tu sais, moi, j'aurais défilé ça, 2 heures, c'était lu, c'était plié, tu sais. Pourquoi elle fait ça pendant des semaines? Bref, j'ai pas aimé ça, j'ai levé les yeux au ciel, je suis là, mais voyons donc, dans quoi on s'en va? J'avais deviné où ça s'en allait, c'est sûr, parce que je suis moi. Mais par contre, j'ai pas détesté la fin que plusieurs, eux, ont détesté. Moi, ça, j'ai pas haï ça, là. Mais sincèrement, les 2 personnages principaux, ils étaient tellement plates et inintéressants. Mon personnage préféré, c'était Verity, qui ne disait rien. Tu sais, Jeremy, il a l'air parfait, mais il est bland. C'est un bland guy, puis la fille, elle a projeté tout ce qu'elle aimait dessus, mais... C'est dit qu'il est comme ça, mais je vous dis, inintéressant, il est beau, c'est ça. Puis c'est un bon père, mais voilà, il est hot. Mais maudit que ça doit être plate de vivre avec. Fait que c'est ça, c'était pas pour moi, et ça va en reprendre en tabarouette pour que je reprenne un Colleen Hoover. Finalement, dernier roman dont je vais vous parler dans cette vidéo où j'aime rien pantoute, c'est Inhumaine de Philippe Claudel. C'est tellement la faute à Sylvain Desmentiers, là, jamais j'aurais fini ce roman-là si ça n'avait pas été un roman pour son club de lecture. C'était super pas long, puis je l'aurais pas fini. C'était juste pas pour moi. Puis pourtant, Claudel, là, je l'aime. J'ai adoré Les âmes grises, j'ai adoré Le rapport de Brodeck. J'ai trouvé que c'était touchant, que c'était excellent, mais Inhumaine, ah, que c'est tout ce que j'aime pas. Pourtant, j'aurais pu aimer ça. J'aime l'humour noir, j'aime la satire, mais là, c'était juste trop. En fait, j'ai même pas reconnu sa plume. Tu sais, c'était sujet, verbe, complément. Puis je le sais que c'est fait pour ça, que c'est fait pour frapper. Il y a certaines tournures, certaines énumérations qui sont très parlantes, mais... Ah non, rendu là, j'étais juste plus capable. Ça se veut une satire de notre société qui grossit tous les travers, c'est-à-dire la façon dont on traite les personnes âgées, le racisme, le capitalisme... Bref, tout s'y passe, mais on a des personnages qui n'ont aucun sentiment, qui se fichent de tout et qui te shootent des énormités comme si c'était normal. Puis là, si vous me connaissez un peu, vous dites « Ouais, mais c'est le genre d'affaire que t'aimes », mais là, ça l'a pas passé. Ça me faisait... Ah, ça m'écœurait, simplement. L'idée d'acheter des gens puis de les enterrer, l'idée de manger des hommes, de tuer ses parents... Non! Pas des tuer pour aucune raison, juste parce qu'il faut. Oh. Il y a certaines scènes qui étaient drôles. J'avoue que celle-là, dans le bain là, avec les poissons, là, pis la réaction quand tu sais que c'est un poisson mâle, ouais, ça, j'avoue que c'était drôle. Il y avait certains trucs qui étaient drôles, mais en général, j'ai détesté cette lecture-là. J'ai détesté ça. Je trouvais que ça tombait dans la facilité, dans la caricature. Non, c'était pas pour moi. Et c'est un des romans préférés de Sylvain. Donc, ne vous fiez pas à mon seul avis.
Alors voilà, c'était tout. Vous avez fini de m'entendre chialer. Si vous avez apprécié, vous pouvez faire un pouce en l'air. Si j'ai bâché votre livre préféré, vous pouvez également me l'écrire en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter. J'ai aucun problème avec ça. En fait, j'aime ça, les opinions divergentes. La plupart du temps, mes plus belles discussions à propos de livres, c'est quand je m'entends pas avec l'autre personne. Et aussi bizarrement, c'est souvent les avis négatifs qui me font acheter des livres. I'm weird, je l'ai déjà dit. Donc, n'hésitez pas, venez m'en parler en commentaire. Et vous, quelles ont été vos pires lectures de l'année? Dites-moi tout. Parce que moi, j'ai peut-être en tête une vidéo où je vais lire les pires lectures des gens. Ça pourrait être drôle. Si vous êtes encore là, faites-moi un petit emoji qui fait la grimace. Vous pouvez également partager la vidéo ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!